Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette émission intitulée Questions d'actualité et organisée à l'initiative de la Fédération des OPH, une émission consacrée au logement des travailleurs clés en Île-de-France. Alors nous sommes ensemble pour une petite heure, mesure Covid oblige, distance entre les intervenants sur ce plateau et émission extrêmement séquencée, mais c'est ce qui nous permet aussi de retirer nos masques. Logés donc dans les grandes villes, près de leur emploi, les femmes et les hommes qui assurent le fonctionnement de la cité et la continuité des services publics ou privés, qu'il s'agisse des transports, de la sécurité, du commerce, du nettoyage, de l'enseignement ou encore de la santé, et dont le rôle est apparu si essentiel avec la crise sanitaire. C'est le sujet de cette émission. Bonjour Laurent Goyard, Bonjour. Directeur général de la Fédération des offices publics de l'habitat. Je disais que c'est finalement la crise de la Covid qui vous a incité, qui a incité la Fédération à s'emparer de ce sujet du logement des travailleurs clés en Île-de-France. La Fédération regroupe plus de 200 organismes d'HLM, des offices d'HLM. Et dès le premier jour du confinement, en fait, nous avons été assaillis de questions de la part de nos adhérents sur la question des travailleurs essentiels. Parce que dans les offices d'HLM, il y a des travailleurs qu'aujourd'hui on va appeler travailleurs clés. Et rapidement, on s'est dit, mais comment ces travailleurs vont pouvoir travailler dans ces circonstances particulières auprès des locataires pour leur rendre ce service du quotidien et notamment les gardiens d'immeubles. Il y a eu une demande immédiate de la part des adhérents. Oui, une demande immédiate de la part de nos adhérents. Est-ce que nos salariés, une partie de nos salariés en tout cas, sont des travailleurs clés ou pas? Et donc on a commencé à travailler ce sujet avec eux. C'est vraiment le confinement du printemps, le premier confinement qui a généré cette idée. Immédiatement, oui, j'allais dire dès le deuxième jour du confinement, on a commencé à faire des webinaires, des visioconférences, et tout de suite cette question est arrivée, et on nous a posé cette question, mais comment faire pour que nos salariés du quotidien, ceux qui accompagnent les locataires tous les jours, puissent aller travailler. Donc vous avez décidé de lancer une étude pour faire un constat de situation déjà. Ça a été lancé quoi, avant l'été? Oui, alors on s'est posé beaucoup de questions, d'abord pour les offices, et puis ensuite comme citoyens, on a été amenés à parfois prendre des transports, donc avoir des agents de la RATP conduire les rames de métro, à faire nos courses, pour certains d'entre nous malheureusement aller à l'hôpital et donc bénéficier des services de l'hôpital. Et on s'est dit, mais c'est vrai qu'au final, le logement social doit certainement loger un certain nombre de travailleurs clés, de travailleurs dits essentiels. Mais au final, est-ce que ces travailleurs clés sont logés près de leur lieu de travail ou pas ? Pourquoi, Laurent Goyard, s'être concentré sur la question de l'Île-de-France, pas les autres régions? En fait, on s'est dit, on va regarder la région la plus concernée finalement, la plus peuplée, 12 millions d'habitants, et la plus concernée par les difficultés de logement. Difficile de trouver un logement et encore plus difficile de le trouver près de son travail. Lorsqu'on est travailleur clé, éboueur à Paris, il est quand même très difficile d'être logé à Paris. Parce que c'est une région qui concentre donc un plus grand nombre de travailleurs clés. Plus d'un tiers des travailleurs d'Île-de-France sont des travailleurs clés, c'est ce que l'étude révèle notamment. Et puis évidemment donc la difficulté de trouver un logement. Alors l'étude, le constat donne lieu à une belle brochure qu'on peut montrer et qu'on va se procurer comment? Écoutez, elle sera mise en ligne jeudi sur notre site internet et nous la diffuserons à nos adhérents, bien sûr, à tous les offices d'HLM, mais également à tous nos partenaires. Et nous espérons qu'elle sera vraiment utile. Alors, vous avez dit que c'était l'Île-de-France, mais en fait, la méthode que nous avons choisie avec le cabinet CMI peut être dupliquée dans toutes les métropoles sur le territoire national. Voilà, à retrouver donc sur le site internet fédéral, le compte LinkedIn et le compte Twitter. 5 OPH ont participé à la réalisation de cette étude. Oui, donc 5 OPH d'Île-de-France, Paris Habitat, qui donc lui gère 120 000 logements. On recevra tout à l'heure. Voilà, sur la ville de Paris. Pleine Commune Habitat en Seine-Saint-Denis. Que nous recevrons également. Seine-Saint-Denis Habitat, donc l'office départemental du 93. Hauts-de-Seine Habitat, et donc comme son nom l'indique, l'office du 92. Et Val-Office, l'office du départemental du Val-de-Marne. D'ailleurs, à ce sujet, on a beaucoup échangé avec ces offices pour essayer de cerner cette question, notamment en termes de locataires, et donc savoir si des locataires ou des demandeurs étaient des travailleurs clés. C'est assez difficile. Et j'ai une anecdote qui je pense, montre bien la difficulté, parce que la question des travailleurs clés, on se la pose déjà depuis plusieurs années, notamment en termes de mobilité. Alors, on ne parlait pas de travailleurs clés, mais on parlait beaucoup de mobilité, comment rapprocher les travailleurs de leur lieu de travail, notamment dans les régions où trouver un logement est compliqué. Et donc, on a beaucoup travaillé ces questions, et en échangeant avec Paris Habitat, ils nous donnaient l'exemple d'une résidence mise en location, où des travailleurs ont été logés,
mais finalement ces travailleurs ne travaillaient ni à Paris, ni en première couronne, mais plutôt en deuxième couronne parisienne. Et donc on voit bien que c'est une question qu'il faut vraiment se poser aujourd'hui. Vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez fait appel à un cabinet externe, CMI, pourquoi ? Écoutez, parce qu'on a cherché un cabinet pendant le printemps pour lancer cette étude en juillet, comme vous l'indiquiez. Et puis, en rencontrant ces cabinets, on a choisi CMI parce qu'ils avaient fait des travaux sur d'autres sujets qui nous semblaient très pointus d'un point de vue de méthode statistique, parce que c'est un travail statistique très très pointu. Et voilà, donc finalement, nous sommes très satisfaits des résultats. Et maintenant, ce que nous souhaitons, c'est rendre publique cette étude pour que les décideurs, notamment politiques, les élus locaux, puissent s'en emparer pour trouver des solutions pour ces travailleurs. Bon, le cabinet CMI va venir nous expliquer son travail. Merci Laurent Goyard. Merci à vous. Alors avec nous, Julie Kulz et Louis de Salmar, les deux consultants du cabinet CMI qui a réalisé l'étude pour la Fédération des OPH. Julie Kulz, vous venez d'entendre Laurent Goyard parler de votre expertise, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Alors notre expertise, elle est assez vaste. On s'intéresse au développement du logement social, au développement de l'habitat et plus largement à celui des territoires. Ça fait plus de 35 ans qu'on accompagne les décideurs publics et privés sur des questions de stratégie puisque c'est notre cœur de métier. Comment est-ce que vous, experts dans le domaine, vous définissez la question des travailleurs clés? C'est quoi les travailleurs clés pour vous? Alors, travailleurs clés, essentiels, critiques, oui, ces termes sont de plus en plus repris par les médias et nos responsables politiques. Ils ont pris tout leur sens dans le courant de l'année 2020, vous l'avez dit en introduction. Ce sont finalement tous ces travailleurs qui assurent les fonctions vitales de la cité, la santé, l'alimentation de proximité, la fourniture d'eau et d'électricité, et sans qui il serait impossible de Mais se aussi les gardes soigner, d'enfants, par exemple. Bien sûr, oui. de faire garder ses enfants. Pour aller travailler soi-même. Absolument, tout à fait. Est-ce que là, en dehors de ces critères, la question de leur revenu est également prise en compte? Oui, tout à fait. Ce sont des travailleurs modestes, voire très modestes, pour qui la question du logement est centrale. C'est au cœur de notre étude. Ils vivent loin, voire très loin de leur lieu de travail, étant donné la cherté de l'immobilier parisien et en Île-de-France. Combien sont-ils? Est-ce qu'on peut les chiffrer? Ou alors en pourcentage d'actifs? Je ne sais pas. Alors, ils sont 1,85 million de personnes en Île-de-France. Ça représente 34% des actifs. Ça paraît élevé et en fait, c'est très comparable à la proportion des travailleurs clés dans le Grand Londres. Le Royaume-Uni a publié des études récemment à ce sujet. Ils sont répartis sur toute l'Île-de-France. Si on raisonne en revanche en termes de proportion d'actifs, ils sont plus nombreux en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, dans l'Essonne ou dans le Val-de-Marne, où ils sont 37 à 38% des actifs. C'est assez logique. Ces travailleurs sont partis se loger plus loin de Paris, étant donné, encore une fois, le prix de l'immobilier à Paris. Mais ça fait des trajets de plus en plus longs et c'est bien ça la question. Est-ce que vous avez cité, on a cité depuis le début de l'émission un certain nombre de secteurs, mais est-ce qu'on peut développer un petit peu plus, en savoir davantage sur les professions exercées? Tout à fait. Alors, l'INSEE recense 486 professions. Ah oui, quand même. Sur ces 486, 159 sont classées professions clés. Parmi ces professions, on retrouve la fonction publique, l'enseignement, la santé et également le commerce et l'alimentation. Professeur des écoles, enfin on a... Alors, voilà, on a ça, 20 professions finalement qui concentrent 1,1 million de personnes. Et en effet, on retrouve les professeurs des écoles, du secondaire, dans l'alimentation, les caissiers, les magasiniers, on les a vus à l'œuvre pendant le confinement, et bien sûr dans la santé, les infirmiers, les aides-soignants. On est très au courant de ce fait-là aujourd'hui. Du coup, Louis de Salmar, comment est-ce que vous faites vos calculs pour transformer finalement ce constat et les données qu'on récupère en logement? Alors il y a deux grandes étapes. Et en nombre de logements nécessaires. Exactement. En fait, il y a deux grandes étapes qu'on a suivies, deux étapes de traitement. La première, c'est effectivement de raisonner non plus en individu comme on a pu le faire depuis le début, dont on a parlé sur ce plateau, mais de raisonner cette fois-ci en ménage. Donc on a inclus le concept de ménage clé. Un ménage clé, c'est quoi? C'est en fait un travailleur clé qui est seul, un couple qui est composé de deux travailleurs clés, ou un couple qui est composé d'un travailleur clé et d'un travailleur non clé. Voilà, donc des ménages clés en Île-de-France, il y en a 1,5 million. Et ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de bien comprendre dans ces ménages clés, quelle était la proportion de ménages clés éligibles au logement social. Et donc pour ça, on a retenu en fait des critères de revenus et des critères de composition familiale. Et il y a en fait 1,16 million de ménages clés qui sont éligibles au produit du logement social.
plus PLAI et PLS, et PLI également, produit du logement intermédiaire. Voilà. Et quand on regarde les différences par région, là, pour le coup, on se rend compte que la part de ménages clés éligibles, par exemple en Seine-Saint-Denis, est plus élevée que dans les autres départements d'Île-de-France. D'accord. Et est-ce qu'il y a un profil de ménage qu'on arrive à tirer du coup de toutes ces données ? Alors, c'est intéressant parce que dans l'étude, on s'est intéressé à beaucoup de critères différents. Secteur d'activité, plafond de revenus, distance, temps de trajet entre lieu de résidence et lieu de travail. Et vous pourrez retrouver d'ailleurs tous ces critères dans l'étude et notamment dans les annexes. Mais pour répondre à votre question, si on devait dresser un profil type, il y a un peu 3 critères qu'on pourrait regarder précisément. Lesquels ? Le premier, c'est le statut d'occupation, c'est-à-dire est-ce que le ménage est propriétaire, locataire du parc privé ou locataire du parc social. Le second, ça serait la taille du ménage, de combien de personnes composent ce ménage. Et puis le troisième grand critère, c'est le temps de trajet domicile-travail. Alors en termes de statut d'occupation, par exemple, quelles sont vos conclusions premières ? Alors, sur ce critère-là, en fait, quand on regarde au niveau de la région, c'est assez équiréparti entre les 3 statuts que je vous donnais tout à l'heure. En revanche, il y a effectivement des écarts par département. Par exemple, il y a la part des propriétaires est 3 fois plus importante en Seine-et-Marne qu'à Paris. En termes de taille de ménage ? Alors, en termes de taille de ménage, il y a 85% des ménages clés éligibles qui sont composés de 1 à 4 personnes. Mais là aussi, il y a des variations en fait, légères au niveau départemental. Par exemple, à Paris, la part des ménages composés d'une personne sont effectivement plus limitées. Et à l'inverse, la part des ménages composés de 5 personnes et plus est plus importante. 5 personnes et plus, en Seine-Saint-Denis, par exemple. Temps de trajet, domicile-travail. Alors, dernier critère. Alors, juste pour donner un peu de contexte sur ce critère-là, en fait, c'est un temps de trajet qu'on a calculé simplement sur l'aller et un temps qui a été calculé en fonction du transport emprunté. Et donc, en fait, on a distingué 3 tranches de temps, moins de 30 minutes, 1 heure, et puis plus d'1 heure. Quand on regarde uniquement les ménages clés éligibles qui ont un temps de trajet de plus d'1 heure, en fait, ils sont 7%. Et c'est pas rien parce que ça représente 77 000 ménages clés éligibles. 77 000 ménages clés. Alors du coup, si on prend tout ce que vous venez de m'expliquer, là, tous les deux, vous aboutissez, si mes calculs sont bons, à 1 160 000 ménages clés éligibles au logement social. C'est quand même extrêmement ambitieux. Comment est-ce qu'il faut compter loger tout le monde, Julie Keuls ? Alors en effet, c'est très élevé comme chiffre et il serait probablement impossible de répondre dans l'immédiat à la demande potentielle en logement social de ces personnes. Donc on a travaillé sur différents scénarios avec bien sûr 2 objectifs. Répondre aux besoins en logement social des travailleurs les plus modestes et améliorer leur qualité de vie par un rapprochement lieu de domicile, lieu de travail, en particulier pour ceux qui sont les plus exposés au trajet, 2 heures quotidiennes. Alors à minima, on chercherait à répondre aux besoins en logement des salariés qui sont déjà dans le parc social et éligibles aux produits PLAI, plus et PLS, dans cette optique justement de rapprochement lieu de domicile, lieu de travail, et aux travailleurs clés logés dans le parc privé, éligibles au PLAI. Si on est plus ambitieux, on peut rajouter à ces ménages les travailleurs clés logés dans le parc privé éligibles au plus et au PLS, et également les propriétaires les plus pauvres qui sont éligibles au PLAI, considérant qu'ils sont peut-être dans une situation d'habitat indigne. Donc ça, ce sont les scénarios, on peut en construire d'autres à partir de notre étude. Donc ça veut dire un plan par étape, avec des priorisations évidemment, et on avance étape par étape. Avec quelle projection du coup sur cette base ? Alors sur cette base, en fonction des scénarios qu'on a retenus, on est sur une fourchette entre 26 000 et 45 000 besoins en logement pour ces ménages. Alors, au-delà d'exercer une profession clé, ces ménages donc, ont des plafonds de ressources, ont un statut d'occupation et des temps de trajet qui font qu'ils seraient les premiers à devoir bénéficier d'un logement social. Et d'où viennent-ils le plus souvent ? Géographiquement, où est-ce qu'on doit concentrer finalement les priorités ? Alors, ils viennent en priorité de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val d'Oise. Et sans surprise, c'est à Paris que devraient se concentrer les attributions, puisque Paris concentre entre 22 et 24% du besoin potentiel en logement social. Donc Julie, si on retient le scénario minimal ?
On parle d'une demande potentielle de 26 000 logements en Île-de-France, oui, ce qui correspond à peu de choses près à une année d'agrément pour la production du logement social sur cette région. Donc 28 000 logements sur les chiffres 2018-2019. oui. Cet effort projeté à horizon 10 ans nous semble tout à fait à portée de main en tenant compte de la difficulté de l'accès au foncier en Île-de-France. Ce qu'il faut retenir dans cette étude, c'est qu'on parle bien d'un gisement potentiel de clientèle puisque cette demande aujourd'hui n'est pas exprimée. Et le fichier national de la demande de logement social ne permet pas d'identifier cette population, et ce qui est un vrai sujet. Merci Julie Keul. Merci. Merci Louis de Salmar. Merci. Alors, qu'en pensent les différents acteurs économiques? Comment abordent-ils la question du logement des travailleurs clés en Île-de-France? On en parle avec Nadia Bouillet, bonjour. Bonjour. Directrice d'Action Logement. Vous gérez 1 million de logements sur toute la France? Tout à fait. Combien en Île-de-France? 325 000 logements sociaux qui sont dans les filiales d'Action Logement Immobilier. D'accord, ce qui représente à peu près quelle proportion C'est par rapport à à l'ensemble? peu près un quart du parc social francilien. Ça fait de vous le plus gros bailleur social? À travers nos filiales, tout à fait, oui. Et avec nous également Flora Nayagam, bonjour, DRH Veolia Recyclage et Valorisation des déchets Île-de-France, et Jean Aguillon, DRH RATP, groupe RATP. Merci d'abord à vous deux d'être présents sur ce plateau parce que finalement vous représentez deux entreprises dans des secteurs vraiment clés par rapport au sujet qui nous intéresse. Mais secteur clé, ça ne veut pas dire travailleurs clés. Je me tourne d'abord vers vous, Jean Aguillon. À la RATP, comment est-ce que vous identifiez ces travailleurs clés? Tous les salariés des transports ne sont pas considérés comme tels. De manière assez simple, c'est les personnes qui contribuent à faire démarrer les transports le matin et à les arrêter le soir, quand personne ne peut le faire à leur place. Ce sont donc principalement les conducteurs de métro, les conducteurs de bus, les conducteurs de RER ou de tramway, ainsi que les personnes qui participent à la maintenance. Ça veut dire qu'eux habitent souvent très à distance et non, par définition, personne pour les transporter eux-mêmes. Et donc, il faudrait bien qu'ils soient à côté de leur emploi. Et donc, c'est pour ça que depuis une cinquantaine d'années, la RATP a une politique de logement de son personnel clé, le plus en proximité possible de l'endroit où le travail se prend le matin. Est-ce que vous avez une idée de qui ils sont en termes de revenus, en termes d'abord de nombre, vous les avez quantifiés? Alors, ils sont 35 000, 36 000 sur les 45 000 personnes que constitue la RATP oui, ça fait une grosse proportion quand même. Donc, c'est une très grosse proportion. Et ce sont des gens qui habitent plutôt dans les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de l'Essonne, et en petite partie à Paris. Revenus trop modestes pour se loger dans la capitale, évidemment. Absolument, mais qui se répartissent de façon assez équitable entre des propriétaires et des personnes qui sont ou dans les logements sociaux ou dans les logements locatifs privés. Mais une question pour vous, Flora Nayagam, avec Veolia. Qui sont-ils, ces travailleurs clés, chez vous, dans votre secteur d'activité? Alors, les travailleurs clés, sur la région Île-de-France, on a 3 000 collaborateurs à peu près, et ils se répartissent sur la collecte, le tri et l'incinération des déchets. Donc c'est à peu près 3/4 de notre population qu'on peut considérer comme travailleurs clés. Donc ça fait également une grosse proportion. Vous avez beaucoup de demandes de logement? Oui, on a beaucoup de demandes de logement, donc beaucoup de locataires et qui se répartissent vraiment dans toute la région Île-de-France. Alors très peu de demandes en fait dans Paris. Voilà. Et par contre, beaucoup de demandes sur plutôt le Val d'Oise, sur le Val-de-Marne et sur la Seine-Saint-Denis. Ceci dit, il peut y avoir des besoins qui ne sont pas exprimés en demande aussi. Tout à fait. On a identifié. Mais dans l'étude, effectivement, dont parlait ce matin en fait, le cabinet qui a réalisé cette étude, on observe qu'il y a beaucoup de demandes dans Paris. Nous, la demande, on a des agences réparties vraiment dans toute la région Île-de-France. Donc on n'est pas forcément ciblé sur la capitale. Vous avez identifié leur niveau de revenus? Oui, on est proche en fait. Ils sont tous en possibilité d'accès en fait au logement social. Donc aujourd'hui, on a... Donc ils sont déjà éligibles, pardon. Exactement. Ce qui veut dire que la notion de travailleur clé va être un critère de plus qui va venir s'ajouter à un dossier déjà potentiellement existant. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc on a sur l'année 2020 200 personnes qui nous ont demandé en fait un logement social et seules 20 personnes ont pu accéder au logement social. Donc il y a un vrai besoin, en tout cas à ce qu'on augmente ce parc locatif parce que c'est un besoin pour nos collaborateurs et on sait qu'un collaborateur bien logé qui
peut avoir sa famille en fait, voilà, dans un espace qui soit suffisamment grand, sera beaucoup mieux au travail et pourra travailler en toute sécurité au sein de notre entreprise. Nadia Bouillet, on voit deux situations. Là, on a deux entreprises, je disais, un peu clés dans certains secteurs et donc très concernées par la question. Comment est-ce que vous, Action Logement, vous travaillez sur ce sujet-là et comment vous opérez, par exemple, pour les attributions? Est-ce que vous travaillez avec les entreprises ou... Alors, Action Logement, c'est un groupe paritaire et dont la vocation, en fait, la raison d'être, c'est de favoriser l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Donc, évidemment, Action Logement a plusieurs leviers. Il y a les filiales immobilières dont vous parliez, donc notre parc, qui lui-même est tourné naturellement aussi vers les travailleurs clés, mais il y a aussi tout le système de réservation locative qui sont faites par Action Logement, donc qui finance les bailleurs sociaux et la production de logements sociaux pour pouvoir attribuer des logements aux salariés des entreprises qui cotisent. Et on a pour cela donc en fait plusieurs leviers. Le principal, c'est notre système d'attribution locative. Là, il y a une plateforme qui a été mise en place, qu'on est en train d'améliorer en lien avec les entreprises aussi, pour qu'elles puissent elles-mêmes aussi, je dirais, pousser des candidats et puis quelque part signaler leur caractère de travailleurs clés et qu'ils accèdent plus facilement au logement. Donc aujourd'hui, on est comme vous le dites, un des sujets, c'est l'offre. C'est qu'effectivement, il y a très peu de rotation dans le parc social en Île-de-France. Donc nous, notre enjeu, et là on vient de le faire en accord avec l'État, puisque nos actions sont conventionnées avec l'État, c'est de financer davantage les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent produire davantage ces 2 prochaines années et donc avoir plus d'attributions pour les travailleurs. Favoriser l'emploi, ça veut dire que vous allez vers une attribution sur des dossiers par rapport aux ressources dont ont besoin les entreprises. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut vraiment travailler avec elles. Vous travaillez par exemple avec Veolia, par exemple? Oui, tout à fait. Oui. On travaille en étroite relation avec Action Logement. Il y a eu ce nouveau portail, en fait, la digitalisation du service qui est arrivé l'année dernière, si je ne me trompe pas, avec la plateforme Aline. Et nous, on a beaucoup de salariés qui sont issus de la diversité. Donc on a besoin énormément de les accompagner et de pouvoir en fait leur montrer comment ça fonctionne sur la plateforme digitale. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aider les entreprises à fidéliser les salariés qui sont déjà en place, recruter? C'est tout à fait, c'est d'aider les entreprises dans le logement de leurs salariés. Donc tout type de service. Là, on parle du secteur social et c'est vraiment une priorité sur des zones comme l'Île-de-France. Mais on développe d'autres types de services comme des garanties, des cautions, Visal notamment, qui est une garantie gratuite pour les salariés qui aujourd'hui sont donc en mobilité. Et là, on va l'élargir cette année pour tous les salariés qui gagnent en dessous de 1 500 €, quelle que soit leur situation du moment qu'ils sont salariés et qui veulent changer de logement. Donc là, c'est en fait un passeport qu'on donne à son bailleur dans le parc privé et qui permet de garantir jusqu'à 3 ans de paiement de loyer, donc pour faciliter l'accès au logement. C'est un frein à la fidélisation d'un salarié, l'éloignement géographique, ou au recrutement d'un autre? Pour l'instant, la RATP, non, puisque nous avons un recrutement territorial en région Île-de-France. Donc tant qu'on recrute dans les départements et dans les communes les plus limitrophes de Paris, ce n'est pas un problème. Là où ça commence à devenir un problème, c'est quand on souhaite recruter en deuxième couronne, où là, les temps de déplacement sont assez... Vous l'avez noté parfois, des refus de prendre un poste pour cette raison. Parce que comme le travail est dans Paris intramuros, on pourrait tendre vers des temps de transport aller-retour de plus de 2 heures. Quand je dis c'est un frein, c'est du côté du salarié, pas du vôtre. Vous ne reculez pas devant l'éloignement géographique d'un salarié? On a déjà tenté de recruter des personnes, même à l'extérieur de la région Île-de-France. Et c'est vrai que dans ces tentatives-là, la difficulté de se loger était mentionnée pour eux, était mentionnée comme une difficulté. Mais à l'intérieur de nos demandes exprimées dans l'entreprise, ce n'est pas vraiment le rapprochement entre le domicile et le travail qui est la demande la plus importante. C'est, comme vous l'avez mentionné à l'instant, la nécessité d'adapter la taille de son logement à l'évolution de sa situation familiale. Et là, ce qui n'incite pas à se rapprocher du centre de Paris, parce que les logements ne sont pas forcément très grands. Donc nous, les personnes qui sont logées au début de leur carrière, pas très loin de leur travail, ont tendance à s'en éloigner au fur et à mesure du changement de leur situation familiale. Et du coup, la souplesse du parc social de Paris intramuros, elle pourrait être aussi améliorée pour avoir beaucoup plus de grands logements sociaux que ce qu'on en a aujourd'hui. Frein au recrutement chez Veolia ou pas tant que ça?
Pas frein au recrutement parce que les salariés finalement se sentent avec beaucoup d'énergie quand ils arrivent chez nous, mais on se rend compte au fur et à mesure des mois qu'une fatigue s'installe. Nos collaborateurs commencent tôt le matin, peuvent aussi finir tard le soir, et donc du coup ça c'est une vraie fatigue en fait qui s'installe, et des sujets de sécurité, d'absentéisme. Voilà, on souhaite lutter aussi contre ça. Qui ne concourt pas du coup à la bonne marche de l'entreprise, hein, effectivement. Quelle réponse vous apportez, vous, chez Veolia, à cette question? Est-ce que les salariés s'entraident? Est-ce que pour le transport, le trajet? Oui, on a beaucoup d'entraide, notamment dans la collecte, puisqu'on sait que ce sont des équipages en fait, de 3 personnes. Donc, ils s'organisent ensemble pour pouvoir... Mais du coup, c'est un peu le système D. Exactement, c'est le système D. Est-ce que vous avez des solutions mises en place pour aider au rapprochement du logement des travailleurs clés? Alors, on s'organise de 2 façons. D'abord, en favorisant l'accès ou à la location ou à la propriété. En fait, peut-être une spécificité de la RATP, c'est qu'on a nous-mêmes en propre la gestion de 4500 logements sociaux. Et ça fait partie de la collaboration très proche qu'on a avec Action Logement. Donc, on a déjà ce parc locatif et on essaye, deuxième axe de travail, d'augmenter ce parc locatif, partant du principe que, étant un propriétaire d'emprise industrielle important dans Paris et étant amené régulièrement à moderniser cette empreinte industrielle, on essaye de concevoir des projets qui non seulement participent à la modernisation de cet outil industriel et donc à son maintien dans Paris Intramuros. Et donc ça contribue à la mixité sociale de Paris. Mais donc on conçoit des projets où, en plus de la modernisation de l'outil industriel, on accueille des services sociaux sur nos emprises ou juste à côté. On développe la possibilité d'avoir du logement social au-dessus de ces services publics, et on trouve des moyens de financer l'ensemble de ces projets par des logements en accession à la propriété. On voit, Nadia Bouillet, comment les entreprises arrivent à essayer de trouver des idées et des solutions et des projets. Quelles seraient selon vous les pistes de solutions pour améliorer aujourd'hui la situation du logement des travailleurs clés en Ile-de-France? Il y en a 2. Celle que vous citez là est très intéressante parce qu'effectivement, dans la stratégie aussi de nos bailleurs sociaux, c'est aussi de regarder sur notre propre patrimoine les potentialités qu'on peut avoir de refabrication foncière. Au moment où on parle de sobriété foncière, c'est un enjeu important et on peut très facilement faire des quartiers plus beaux, mais en rajoutant des logements sur des secteurs où on a un peu d'espace et surtout c'est notre propre foncier. Donc on a un accès au foncier facilité et en accompagnant des projets de territoire. Donc en Ile-de-France, c'est une piste qu'on est en train de privilégier aujourd'hui et il y a beaucoup de projets, on a une vingtaine de grands projets comme ça, et puis on met l'accent sur la construction de façon massive, donc pour produire de l'offre à bon marché. Ensuite, la deuxième piste, c'est celle des attributions. Donc vous en parliez tout à l'heure, on a quand même en Ile-de-France plus de 750 000 demandeurs de logement social dans la liste des demandeurs. Donc vous voyez comment on fait pour que ces travailleurs clés arrivent à accéder au logement alors qu'il y a une liste de prioritaires très très longue. Donc là, moi je crois beaucoup au pragmatisme. Notre filiale intermédiaire, alors c'est un peu plus souple que le social, INLI, a conventionné avec la région Île-de-France pour des logements pour les soignants. Donc très concrètement, il y a déjà 200 logements pour les soignants, mais on peut le faire parce que c'est de l'intermédiaire, et puis 400 autres logements qui arrivent sur 10 programmes dédiés aux soignants. Et ce que les partenaires sociaux ont proposé à l'État, c'est pourquoi pas expérimenter sur du parc neuf aussi des programmes comme ça qui seraient dédiés travailleurs clés avec les grandes entreprises et avec aussi le secteur public sur le contingent État, puisque l'étude montre bien qu'il y a beaucoup de travailleurs clés aussi dans ce secteur que nous, on ne couvre pas au niveau d'Action Logement. Et on pourrait comme ça, alors je ne dis pas tous les programmes, mais une partie des programmes, les dédier en lien avec notre portail justement qui pourrait être vraiment accessible à ces travailleurs fléchés par les entreprises. Quelles seraient vos attentes, Flora Nayagam, si vous deviez formuler un ou deux vœux pour l'amélioration de la situation de vos travailleurs clés? Les vœux, en tout cas, qu'il y ait plus d'opportunités pour les salariés qui ont besoin de se loger ou de se reloger. Ça, c'est important. Ça participe aussi à un climat social détendu. Qu'est-ce qui pourrait faciliter les choses?
Et ce qui pourrait aussi faciliter, c'est plus d'accompagnement en fait en termes de digital, parce que ça c'est un vrai frein. Voilà. C'est quoi, c'est trop compliqué aujourd'hui? Oui, enfin il y a vraiment deux classes, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui sont équipées et puis on a quand même toute une frange de la population qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et qui ont besoin d'un accompagnement. Et ça nécessite... Et sur certaines catégories de travailleurs clés, on a parfois affaire effectivement à une population de personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le digital. Exactement. Mais dans l'entreprise, vous ne les accompagnez pas pour faire leurs demandes? Si, alors pour pallier à ça, on a un réseau d'assistantes sociales qui accompagne en fait nos collaborateurs dans toutes les démarches administratives. Mais ça reste un peu compliqué quand même pour l'assistante sociale peut-être parfois. Oui, tout à fait. Simplification des procédures. Oui. Mais moi, je rejoins votre point là-dessus et je pense que c'est pour ça que si on essaie d'être pragmatique en se disant on a identifié quelques programmes qui a une communication ciblée et puis une identification par les entreprises de ces travailleurs, on pourra peut-être les toucher. Après, ça nécessite un accord de l'ensemble des parties, évidemment de la commune et puis de l'État, d'Action Logement, enfin de l'ensemble des financeurs. Mais je pense que la crise du Covid a quand même montré, révélé cette problématique de ces travailleurs clés. Et aujourd'hui, la pression sur le logement dans une région comme l'Île-de-France est très forte. Et sans en généraliser ça, mais le faire avec pragmatisme, je pense qu'on peut y arriver collectivement. Message reçu, merci beaucoup. Merci beaucoup Nadia Bouillet. Merci Flora Nayagam, Jean Aguillon. Merci. On enchaîne avec un autre plateau. Émission consacrée au logement des travailleurs clés en Île-de-France, émission très séquencée, mesure Covid oblige, nous sommes obligés d'être à distance les uns des autres sur le plateau. Et sont à présent à nos côtés Pleine Commune Habitat 93 et son président Adrien Delacroix, bonjour. Bonjour. Et Paris Habitat et son directeur général Stéphane Dauphin, bonjour. Sans surprise, j'ai envie de dire, l'étude du cabinet CMI montre que Paris est le territoire le plus impacté par la présence des travailleurs clés. En termes de logement. C'est une évidence, mais il est bon aussi d'éclairer cette évidence. Paris, c'est à la fois une ville extrêmement dense du point de vue du nombre des habitants, 2,2 millions d'habitants, du point de vue évidemment des activités économiques et d'autres activités qui rayonnent bien au-delà de la capitale. Et puis c'est aussi une ville attractive, parce que c'est une ville qui a des transports, qui a des services, des équipements éducatifs, des équipements de santé pour ses habitants. Et donc c'est une ville qui a une vraie attractivité. Et malgré tout, il y a une vraie complexité, difficulté à loger ces publics, et d'autant plus qu'on a 60% des actifs à Paris qui n'y résident pas et beaucoup de métiers qui sont en première ligne, notamment tout ce qui concerne les supports et les services dans lesquels extrêmement d'emplois à Paris sont présents. Donc centralisation des emplois, donc centralisation un peu des demandes, j'ai envie de dire, sur le territoire parisien en termes d'accès au logement pour ces travailleurs clés, avec des prix exorbitants, donc des personnes qui ont des grandes difficultés à se loger. Il y a plusieurs éléments, mais effectivement, la cherté du foncier et de l'accès au logement n'est pas la même dans Paris et plus loin en Île-de-France, évidemment. Mais également, à Paris, on subit encore plus fortement qu'ailleurs une chute du taux de rotation dans les logements, là aussi très importante, et donc les gens restent plus longtemps. On a beaucoup moins de parcours résidentiels qu'on a connus dans les décennies précédentes. Et puis à côté, il y a une pression, il y a celle des demandeurs qui est évidente. Et la période de crise actuelle n'atténue pas la demande. Et la demande de logement social à Paris, elle continue à augmenter dans la période que nous connaissons. Il n'y a pas de logement qui se libère, et encore moins de logements sociaux d'ailleurs qui se libèrent. Alors je crois que l'année 2020 était d'ailleurs, de ce point de vue-là, la plus terrible de toutes. Elle l'a été pour tous cette année, parce que le contexte de crise sanitaire, de confinement, le manque de perspectives, pour le coup, elle oblige beaucoup de gens à se concentrer dans leur logement. En tout cas, elle en restreint des capacités à se projeter. Mais moi, en 2020, c'est aussi des belles rencontres et des beaux exemples, malgré tout. Moi, je vois les deux dernières opérations qu'on a livrées en neuf, les deux fois, je pense que c'était un hasard, mais pas seulement un hasard. À chaque fois, on a visité le logement. À chaque fois, c'était celui d'une infirmière qui travaillait à 200 mètres, en face de l'hôpital Saint-Antoine, en face de la Pitié. Donc, malgré tout, on continue à pouvoir livrer, mais on ne répond pas évidemment aux attentes qui sont énormes. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, comment vous l'appréhendez, comment vous le qualifiez et comment vous identifiez la demande d'une manière plus globale ?
En fait, je pense que c'est un sujet qui réserve aussi des surprises. À la fois, il met le doigt face à l'extrême complexité de la chaîne d'attribution du logement en Ile-de-France, à la fois les montées en compétences nécessaires de l'ensemble des réservataires, comme des bailleurs, sur la façon dont on qualifie la demande, mais ce dont on s'est rendu compte aussi à Paris Habitat, à l'aune de cette étude, c'est que, je ne sais pas si c'est sans le savoir, mais en tout cas, un quart de nos attributions, par exemple l'année dernière, c'est des travailleurs qui sont identifiés comme travailleurs clés dans cette étude, c'est-à-dire autour des métiers de l'enseignement, de la santé et de la fonction publique. Donc il y a des résultats, mais le volume est tellement énorme et le stock aussi, finalement, comme on dit dans notre jargon, le stock de demandeurs est tellement important qu'il y a encore énormément de chantiers devant nous. Alors on l'a dit, on l'a relu dans l'étude, Adrien Delacroix, la Seine-Saint-Denis joue quand même un rôle particulier et primordial. Beaucoup de travailleurs clés y résident. Quel est leur profil ? Il est varié, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont plus nombreux par rapport aux autres départements d'Île-de-France, clairement par rapport à la ville de Paris, mais Stéphane Dauphin le disait à l'instant, c'est pour des raisons aussi de coût, les foyers les plus modestes vont chercher des logements toujours plus loin de la ville, de la capitale, et pas seulement en première couronne, mais en deuxième, troisième couronne, parfois pour soit se loger en tant que locataire ou accéder y compris à la propriété. En tout cas, en Seine-Saint-Denis, on sait les travailleurs clés sont plus nombreux, mais y compris dans la composition sociale, elle est plus marquée, c'est-à-dire avec des familles un petit peu plus nombreuses, oui. Une composition familiale plus grande des foyers et des revenus plus modestes par rapport aux autres. Ils sont moins éligibles aux typologies les plus élevées du logement social, que ce soit en plus ou PLS et voire PLI. Donc ils sont concentrés sur la Seine-Saint-Denis, c'est ce profil qui est assez différent, avec une surreprésentation de certains métiers, comme le secteur du nettoyage. Du coup, comment vous gérez les attributions ? Quelle est votre politique sur cette question ? Alors, c'est une réflexion qui est relativement ancienne, même si on ne l'identifiait pas en tant que tel comme les travailleurs clés. C'est un peu par expérience, on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'emplois qu'on avait du mal à capter sur le territoire. Notamment, on a des conventions qui sont anciennes. Enfin, en tout cas, un sujet qu'on avait identifié, c'était les enseignants et les personnels de santé. Les enseignants, on s'en était rendu compte, puisque ces dernières années, c'est que malgré le nombre de postes ouverts au concours, on avait certains enseignants qui étaient reçus au concours, mais refusaient de prendre des postes au regard parfois du territoire, mais aussi de la difficulté de s'y loger. Et notamment ceux qui venaient de province, c'était un frein très important. L'accès à un logement était aussi une garantie de pouvoir prendre son poste. Et dans un territoire où les besoins sont évidemment immenses de ce point de vue-là, ça avait été bien identifié. Et du coup, les deux grands offices publics de l'habitat de la Seine-Saint-Denis, que ce soit Pleine Commune Habitat et y compris Seine-Saint-Denis Habitat, avaient travaillé à une convention avec l'Éducation nationale pour accompagner les jeunes enseignants au moment de leur prise de poste, au moment de la rentrée, pour réserver un certain nombre de logements. De la même manière, on avait travaillé à des conventions avec les hôpitaux du département et pour ce qui est de Pleine Commune Habitat, avec l'hôpital de La Fontaine qui est sur ce secteur pour réserver un certain nombre de logements de la même manière à des professionnels de santé pour ne pas bloquer des recrutements et permettre aussi aux services publics de fonctionner de l'autre côté. Proposer un logement près de son lieu de travail, c'est clairement, Stéphane Dauphin, un facteur d'attractivité pour certaines fonctions qu'on veut récupérer au sein de la cité ? Je pense que c'est effectivement un facteur d'attractivité, mais c'est avant tout, et je voyais les témoignages qu'on a quand on inaugure des logements, c'est aussi un facteur de qualité de vie. On est dans ce qu'on appelle de plus en plus la ville du quart d'heure, c'est-à-dire qu'on a autour de son logement aussi bien le lieu de travail, l'endroit où on peut faire ses courses, l'école pour les enfants, le médecin pour soigner. Et tout ça, ça concourt à la qualité de vie, bien évidemment. Et l'idée du ministère du Logement de mettre l'accent sur ces travailleurs clés, sur des ménages prioritaires, qu'en pensez-vous ? À l'image de ce que racontait Adrien Delacroix sur Pleine Commune Habitat, on est engagé aussi sur des partenariats assez poussés. Je peux en citer deux. Et, le premier avec la préfecture de police, avec les personnels de la préfecture de police, et donc avec des droits de réservation prioritaires, et puis un travail qu'on essaye de faire assez finement entre la préfecture et nos services. Et puis il y en a un autre, encore plus important en volume, qui est un travail spécifique qu'on fait avec l'assistance publique hôpitaux de Paris, puisqu'on a mis à leur disposition, en contrepartie de réservation foncière sur des fonciers de l'assistance publique, mais on leur a mis à disposition
500 logements ces 3 dernières années. Alors c'est beaucoup et ça demande aussi, mais c'est le sujet qu'on rencontre avec l'ensemble des réservataires, parce que finalement, on attribue des logements, mais qui nous sont proposés par des réservataires. Oui. Et d'ailleurs, on a besoin de travailler avec eux sur la façon dont on qualifie la demande. Et d'ailleurs, les logiques des réservataires ne sont pas toujours celles des bailleurs ou vraiment centrées sur le travailleur clé, sur des notions qui ont été abordées tout à l'heure dans les débats, notamment sur le domicile-travail. On voit aussi que certains réservataires privilégient peut-être d'autres fonctions, d'autres métiers autour de l'informatique, des jeunes juristes, plutôt que d'avoir une approche où on cherche en fonction de la distance domicile-travail, par exemple, ou des emplois vraiment peu qualifiés. Vous disiez 500 logements, c'est beaucoup, c'est à la fois beaucoup et finalement très peu, parce que la demande est quand même colossale. Et la question quand même centrale, c'est que le fait de changer l'ordre des demandes ne réduit pas la liste d'attente. Non, mais après, la question, elle est aussi sur la production de logements, combien il y a de logements sociaux disponibles en Île-de-France, et y compris dans penser le rééquilibrage de leur localisation. Je pense que c'est une réponse globale. Et il y a des besoins particuliers, y compris pour accompagner le développement des territoires. C'est-à-dire que si on identifie des travailleurs clés, c'est qu'on se dit qu'un territoire, pour bien fonctionner, pour apporter aussi un service public, a un service en tout cas nécessaire, et notamment un service public, mais pas seulement. On a bien vu que dans la période de confinement, une caissière était aussi très importante dans le fonctionnement d'un territoire, et qu'elle est nécessaire. Et donc toutes les personnes qui travaillent dans le secteur du nettoyage, de l'alimentation, de la grande distribution, ils sont aussi des travailleurs nécessaires pour le bon fonctionnement d'un territoire. Au même titre qu'un policier, une infirmière, un enseignant. Et donc il faut aussi le prendre en compte pour que le territoire il puisse se développer, puisque c'est un point d'appui pour le développement. En revanche, vous posez la question du nombre aussi de logements sociaux, y compris donc le nombre sur l'ensemble de l'Île-de-France, en termes de typologie aussi, que ce ne soit pas les logements sociaux les plus chers qui soit là où il y en a très peu déjà, mais qui soient mieux répartis, puisqu'on est dans un ensemble aussi en même temps de mieux loger, mais aussi de mieux répartir l'effort de la production de logements sociaux. Et cet effort-là, il est fait par certaines communes, par certains territoires, mais il doit d'autres aussi, qui en ont été très largement absents ces dernières années ou ces dernières décennies, même pour dire plus globalement les choses, doivent désormais y prendre leur part. Et l'actualité sur la loi SRU, en tout cas, doit être maintenue, et l'effort de production de logement social, il est nécessaire sur l'ensemble du territoire francilien. Vous avez ces derniers temps signé pas mal de conventions, je crois. Hein. Alors il y en a eu avec les hôpitaux de Saint-Denis, avec l'éducation nationale, avec une grande surface aussi. Oui, donc on a travaillé un peu dans cette même logique, avant même de se poser la question de formaliser les choses en termes de travailleurs clés. C'est ce que je disais tout à l'heure, à certaines occasions, on s'est rendu compte qu'on avait un problème d'attractivité du territoire, et qu'on avait un certain nombre de postes qui étaient nécessaires, mais sur lesquels on avait du mal à recruter, parce qu'il y a une pénurie de candidats, parce qu'il y a un territoire qui peut paraître moins attractif, et en tout cas l'accès au logement, en particulier pour quelqu'un qui vient des régions et qui ne vit pas en Île-de-France, et c'est souvent le cas des fonctionnaires, quand ils prennent leur poste, ils ont passé un concours, ils l'ont passé sur l'ensemble du territoire national, et en très peu de temps, ils connaissent leur affectation, et ils ne sont pas en capacité de se loger à des prix accessibles dans le secteur privé, et encore plus on est proche dans la capitale, ou plus on est proche de la capitale. C'est sûr, quand on vient des régions, on peut être un peu surpris, comme vous le disiez, par le prix des logements, par les temps de trajet domicile-travail. C'est pour répondre à cet enjeu-là qu'on a eu par le passé un certain nombre de conventions avec les hôpitaux, l'hôpital de Saint-Denis, l'hôpital de La Fontaine, avec l'éducation nationale, avec le territoire de pleine commune, y compris pour loger des agents qui sont en difficulté sociale pour se loger, et avec parfois un certain nombre de grands groupes qui s'installent sur le territoire. Donc cette logique-là, elle existait déjà par le passé. Alors, on voit, et la crise sanitaire est passée par là, et on voit la nécessité d'aller sans doute un petit peu plus loin. Après, c'est un équilibre aussi à trouver entre l'égalité de traitement de l'ensemble des demandeurs, entre prendre en compte un besoin, mais aussi permettre à ceux qui ne rentrent pas tout à fait dans cette case, malgré tout, d'accéder à un logement. Et au vu de la différence structurelle entre l'offre et la demande de logement social, ça ne peut que passer par une production de logement social bien plus importante, mais que cet effort-là soit porté par l'ensemble des communes et l'ensemble des territoires. Sinon, on ne s'en sortira pas. Qu'est-ce qui l'empêche ? La volonté politique de certaines communes de ne pas l'avoir fait par le passé. Ça, c'est le premier problème, c'est la volonté politique. Après, il y a des enjeux parfois fonciers. Le coût, évidemment, de l'acquisition d'un terrain n'est pas le même à Paris ou en première couronne ou en troisième couronne. Quelles sont les pistes de solutions ?
il y a deux pistes principales. Mais la première, c'est évidemment la capacité à produire plus de logements sociaux et de logements adaptés aux différents métiers qui sont identifiés dans ces études. Et aujourd'hui, les perspectives ne sont pas réjouissantes. Les productions de ces dernières années n'allaient pas au niveau. Et dans cette période de crise économique et sociale qu'on connaît, la demande est encore plus soutenue que d'habitude. Donc il y a un vrai sujet à produire du logement en volume et aussi souvent, c'est ce qu'on produit en tant que bailleurs sociaux, des logements de qualité, des logements neufs avec des coûts, des charges maîtrisées et ça c'est fondamental. Et puis de l'autre côté, c'est la capacité qu'on se donne à travailler avec les différents réservataires, à la façon dont on sélectionne, sur la façon dont on peut prioriser. Il y a comment on fait apparaître la profession dans les formulaires de demande ou comment, quand on a, comme à la ville de Paris, un système de cotation de la demande, comment, et c'est le cas aujourd'hui, on a 10 points en plus quand on travaille à Paris, on a des points en plus quand on est assistante maternelle, parce que là aussi, c'est des métiers qui sont indispensables pour que la ville puisse fonctionner normalement. Et puis, il faut qu'on continue à explorer avec les différents réservataires les solutions. Et ce que je crois aussi qui est important, c'est que le territoire d'attribution, qui plus est en Ile-de-France et en première couronne et à Paris, il y a beaucoup d'interdépendance. Ce n'est pas souvent le territoire des bassins de vie ou des territoires d'emploi. Il faut aussi qu'on ait un peu plus de fongibilité, probablement aussi un État un peu plus souple, parce que je vois par exemple quand je travaille avec un maire d'arrondissement et que l'État, la préfecture lui propose dans son arrondissement un demandeur d'ALLO qui aujourd'hui réside à 15 km de l'arrondissement, alors qu'il a dans son arrondissement des demandeurs d'ALLO, salariés, travailleurs clés. Ça manque un peu de cohérence. Ça manque de logique, ça manque de cohérence. Et il y a des vrais leviers d'amélioration sur ces sujets-là. C'est pour ça aussi que je crois que la construction, le travail avec les réservataires et aussi faire confiance aux maires, faire confiance au territoire. C'est les maires. Peut-être décentraliser un peu les décisions, c'est ça? Évidemment, poursuivre cette décentralisation et faire confiance aux maires, faire confiance aux pouvoirs locaux. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur public, les besoins de leurs entreprises et il faut aussi les écouter, quelquefois dépasser les règles dans leur approche la plus stricte pour construire des partenariats sur le long terme. Nous, on a réussi à le faire sur quelques exemples à Paris, sur des livraisons importantes ces dernières années. Il faut se mettre autour de la table le plus suffisamment tôt et on a eu des beaux succès en logeant, voilà, pour le coup. Un exemple la caserne de Ruy, dans le 12e arrondissement, on s'est mis très tôt en amont avec les différents réservataires, dont l'État, autour de la table, faire le tour de l'ensemble des logements, des taux d'effort, et puis aller chercher le policier, le pompier, l'enseignant, la salariée de l'Opéra de Paris, l'infirmière qui travaille en face. Et réussir cette opération, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande quelquefois de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'habitude, d'aller vers l'autre, et de créer des partenariats qui, au final, rentrent dans la cible qui était attendue. Mais c'est beaucoup d'énergie, en tout cas, pour le réussir. Merci Stéphane Dauphin. Merci Adrien Delacroix. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Quelques mots de conclusion. Marcel Rogemont, en tant que président de la Fédération, que préconisez-vous donc pour améliorer cette situation du logement des travailleurs clés en Ile-de-France? Difficile, hein. Oui. Je retiens, moi, des tables rondes qui viennent d'être faites, 3 observations. La première, il faut produire. On ne peut pas répartir des logements parmi les travailleurs clés, les femmes victimes de violences, les jeunes, les moins jeunes, etc., etc. Donc là, il faut d'abord produire. Ça a été dit par la plupart de nos intervenants, mais ça veut dire quoi produire, Marcel Rogemont? Ça veut dire que le gouvernement, politique. Ça veut dire que le gouvernement se doit d'avoir une politique claire de relance du logement social qui est absolument nécessaire. Beaucoup plus accru qu'aujourd'hui? Beaucoup plus. Notez simplement que durant l'année 2020, il y a eu seulement 87 501 agréments pour construire des logements sociaux, lors même qu'il en faudrait probablement 120, 110, 120, et que le gouvernement actuel voudrait qu'il y en ait 250 000 sur les 2 prochaines années. Oui, pourquoi pas, mais avec quel argent? Vous comprenez bien qu'il n'y aura pas de réalisation de cet objectif s'il n'y a pas un plan de relance sérieux mis en place pour construire plus de logements sociaux. Donc produire plus. Deuxième mesure? Il faut agir aussi pour permettre aux bailleurs sociaux qui sont sur le terrain
de pouvoir mieux prendre en compte cette réalité. Donc il faut clarifier les priorités. Bien sûr. Est-ce qu'il faut ouvrir les plafonds HLM? Pourquoi pas? Parce que les plafonds HLM restent quand même bas. Et puis en plus de ça, il va se trouver la chose suivante. En début de carrière, il va y avoir peut-être des ménages qui vont pouvoir bénéficier. Puis à mesure du temps, leur situation va s'améliorer et ils vont être taper sur le SLS, le supplément de loyer majoré. C'est dommage. Il faudrait que là encore, il y ait une capacité à gérer cela de façon beaucoup plus souple que ça n'est aujourd'hui. Donc c'est probablement ça qu'il faut faire. Et surtout, la dernière remarque, c'est le local. Mais qui décide de construire, si ce n'est les élus locaux? Qui gère les logements, si ce n'est les élus locaux? Qui est responsable de la mixité sociale, puisqu'on en parle incessamment? Eh bien, ce sont les élus locaux. Merci Marcel Rogemont et merci à tous les intervenants qui sont venus nous faire partager expérience et points de vue. Permettez que je joigne mes remerciements aux vôtres pour toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Vous me permettrez aussi de remercier les personnes qui ont fait cette étude, qui ont réalisé cette étude, dont je rappelle qu'elle est totalement disponible, bien sûr sur les sites de la Fédération des offices, mais pas seulement. Sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous y retrouverez toute l'actualité de la Fédération des offices. Et puis surtout, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, accordé du temps et de l'attention. À bientôt.